Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur... Now, the college student crashed her car on Route 112 in North Haverhill, 140 miles north of the UMass Amherst campus that she had left just a few hours earlier. Mara had vanished when police arrived. There was what appeared to be wine and a soda bottle in her car and other indications that she may have been running away. But her father and investigators think there is much more to her disappearance. Des histoires étranges de l'ère numérique. Croyez-vous qu'il est possible de disparaître sans laisser de traces, même à l'ère du numérique? C'est ce qui est arrivé à Maura Murray en février 2004, après que sa voiture ait percuté un banc de neige dans les montagnes du New Hampshire. L'histoire de Maura est une des disparitions les plus médiatisées des dernières années et elle fascine toujours les internautes de partout. Tenez-vous bien, car Distorsion a mené l'enquête pour vous afin de découvrir les plus récents détails de cette mystérieuse disparition. Bonsoir, Émile Gauthier, comment tu vas? Ça va très bien, et toi, Sébastien Lévesque? Oh oui, vraiment très en forme et le sujet de ce soir un peu comme plusieurs de nos enquêtes, me travaille, du moins, me torture quasiment l'esprit depuis les derniers jours. Et c'est un cas que tu nous as apporté, en fait, ça fait longtemps que tu m'en parles, du cas de Maura Murray. Oui, exactement. Maura Murray, c'est cette étudiante du Massachusetts qui, en février 2004, est complètement disparue après avoir fait un accident là, dans les montagnes du New Hampshire. Donc, c'est une des histoires de disparition, je dirais, les plus médiatisées des dernières années. C'est quand même assez fascinant. Plusieurs années plus tard, 13 ans plus tard, il y a encore des milliers d'internautes qui, à chaque jour, suivent les quelques traces numériques laissées par Maura. Et puis, il y a toujours des détails qui sont révélés encore. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu des nouveaux éléments qui ont rejoint cette enquête-là. Et puis, c'est toujours difficile pour nous, lorsqu'on fait un podcast sur un sujet qui a été extrêmement couvert, on se dit qu'est-ce qu'on peut amener à la conversation, qu'est-ce qu'on peut ajouter à cette enquête-là, étant donné qu'il y a eu énormément de podcasts. On va même vous en parler. Il y a un podcast, un excellent podcast qui ne couvre que cette histoire-là. Donc, multiples épisodes déclinés sur Maura Murray. Donc, il y en a des choses à dire. Mais nous, en fait, à Distorsion, encore une fois, on s'est attardé un peu plus au volet numérique de la chose, mais on a même réussi à contacter un témoin potentiel dans cette histoire-là parce que Maura aurait été aperçue au fil des années à plusieurs endroits, dont au Québec, à différents endroits. Oui. Et puis, on a réussi cette semaine, grâce à un revirement de situation, j'ai fait un Stéphane Berthomet de moi-même, et puis on est rentré en contact avec des potentiels témoins, même avec un auteur très connu là, dans le domaine, James Renner. On va en parler tout à l'heure. On a eu la chance de lui parler aussi, d'avoir sa version de certains indices, là, justement, de certaines théories, si on veut. Et puis, donc, malgré tout, la chance a fait en sorte qu'on a des nouveaux éléments à ajouter à cette histoire-là qui a déjà été couverte. Donc, ça va être très, très intéressant ce soir. Oui, vraiment. En plus, on boit quelque chose de pas pire, je crois. Oh oui, encore cette semaine, une bonne bière québécoise, la Major Tom de la brasserie L'Esprit du Clocher. C'est une IPA anglaise de 6,2% d'alcool. Écoutez, elle est excellente. Ça vient de la région de Neuville. Oui, exactement, de Neuville. Et écoutez, c'est une IPA qui vire vers le Scotch Ale, les IPA un peu brunes, là, si on veut, en goût. Elle est très, très bonne. Et c'est un petit hommage à David Bowie aussi. Oui, exact. Major Tom, parce qu'il est inscrit sur la bouteille « Une étoile de plus brille au firmament ». Donc,
J'imagine que c'est un petit hommage qu'ils ont voulu faire à Bowie. Oui, et cette bière de la semaine nous a été offerte par Stéphane de Montréal. Donc, merci à toi, Stéphane, de nous avoir offert une tournée de bière. Et si vous voulez faire comme lui, vous vous rendez au distorsionpodcast.com dans l'onglet tournée de bière et faites comme Stéphane, encouragez-nous et faites-nous découvrir des nouvelles bières de votre région. Oh yes! Aussi, on a une review 5 étoiles sur Apple Podcast. On veut donner un shout-out à Frozen Frog, aussi connu sous le nom de Jean-Philippe du Radio-Blog, que je vous conseille d'écouter, qui est un autre podcast québécois. Donc, shout-out à toi, Jean-Philippe, tu fais une bonne job. Il nous dit « Quelle belle découverte! Dès le premier épisode, vous m'avez captivé assez pour écouter la première saison en moins de 2 jours. » Donc, bravo à ces gens qui se font des marathons de distorsion. On aime ça, le binge-watching. Aussi, on veut donner un shout-out à notre seul et unique auditeur du Belize. Oh. Donc, selon nos statistiques, on a vraiment quelqu'un qui a écouté Distorsion cette semaine du Belize. Donc, nous, on espère que c'est John McAfee. Je sais pas toi, Seb. Je sais pas s'il y a encore une maison là-bas, mais ça serait quand même agréable là, parce qu'il doit se surveiller sur Internet. Donc, peut-être qu'en se googlant, il est tombé sur le Distorsion, le podcast de Distorsion et il nous a écouté. Qui sait? Ou c'est peut-être une de ses femmes là, de son projet social. Ah ben oui, aussi, c'est vrai, parce qu'on ne sait pas, il y a peut-être des progénitures à Belize. C'est notre dernier épisode régulier de cette saison 2, Seb. Donc, nous, en fait, je dis dernier épisode régulier parce que on vous prépare évidemment un spécial Noël avec Simon Predge de Ars Moriendi. Oui. Donc, faites-vous-en pas. Ça va arriver d'ici la fin décembre, probablement autour de Noël, justement, le 22-23, quelque chose comme ça. Juste pour dire là, que vous ratez le début du réveillon parce que vous écoutez Distorsion. Puis, on va faire un épisode bilan aussi, comme on a fait pour la saison 1. Par contre, on va le faire en 2018, par contre. J'allais dire 2017, le temps passe si vite. On va le faire en janvier, au retour du congé des fêtes. Et là, on va poser-nous vos questions. On va revenir sur les sujets de la dernière saison, même de la première saison, parce qu'il y a eu des développements dans certains cas. Et puis, posez-nous vos questions. On va prendre des questions de la communauté. On va discuter avec vous. Donc, c'est toujours un épisode qu'on aime, qu'on apprécie particulièrement. Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans la disparition de Maura Murray? Oui, monsieur. Let's go. On se retrouve lors d'une soirée d'hiver froide et enneigée. Nous sommes le 9 février 2004. Maura Murray, une étudiante en soins infirmiers de l'Université du Massachusetts, fait un accident de voiture sur la route 112 à Woodsville, dans un village de Haverhill au New Hampshire. C'est situé dans le nord-est américain. Elle avait 21 ans à l'époque. C'est près de nous, ça, en fait, Seb. Hein? Faut pas oublier cette région-là des États-Unis, là, même le Maine, le Massachusetts, tout ça, le New Hampshire, c'est tout près de nous. Donc, c'est un accident qui a eu lieu quand même près de la frontière canadienne, d'une certaine façon. Dans l'après-midi, toujours le 9 février, avant de quitter le campus de l'université, Maura a envoyé un courriel à ses professeurs et à son superviseur au travail, leur indiquant qu'elle prenait une semaine de congé à cause d'un décès dans sa famille. Elle envoya aussi un courriel à son copain en lui disant « I love you more, stud ». Stud signifiant là quelqu'un qui est vraiment attirant, un pétard par exemple. « J'ai reçu ton message, mais honnêtement, je n'ai pas envie vraiment de discuter en ce moment. Je te promets de t'appeler plus tard. Je t'aime, Maura. » Quand même un message assez positif, si on veut. À 19h27, une femme de Woodsville a signalé un accident de voiture sur un coin abrupt de la route 112, juste à côté de chez elle. On décrit le virage était en forme d'épingle à cheveux, là, une genre de bob épine, si on veut. Là. Un virage quand même assez serré. Un chauffeur d'autobus scolaire du nom de Butch Atwood qui passait par là et qui habitait aussi là, à proximité, il s'est arrêté sur les lieux et a demandé à Maura, près de la voiture, si elle avait besoin d'aide. Elle a refusé son aide, prétendant avoir appelé elle-même l'assistance routière, le AAA, l'équivalent de notre club automobile, le fameux CAA ici au Canada. Ouais. Quelques minutes plus tard, en arrivant à son domicile, le chauffeur d'autobus a signalé l'accident à la police. À 19h46, suite à l'appel du bon samaritain, les autorités sont arrivées sur les lieux de l'accident, mais Maura avait disparu. Il n'y a personne sur les lieux. Ils trouvent la fameuse voiture, qui est une Saturn Sedan, qui est plantée dans le banc de neige, mais il n'y a plus personne à 19h46. Donc, il y a eu moins de 20 minutes entre les deux signalements. Exact. La police a rapidement retracé le propriétaire du véhicule. C'est la voiture de Maura Murray, effectivement.
Selon les témoins de l'accident, elle portait ce soir-là un jean et un manteau de couleur foncée, et elle portait aussi un sac à dos noir. C'est la dernière fois qu'on a vu Maura Murray, du moins debout en chair et en os. C'est ça. Et selon le nom de Maura Murray. Exactement. Elle n'a jamais été retrouvée depuis, il y a presque 14 ans de ça. Mais qu'est-ce qui s'est bien passé pour qu'elle prenne fuite à environ 225 km de l'endroit où elle avait commencé son voyage? Puis moi, Seb, c'est un des facteurs qui me fascine dans l'histoire de Maura Murray, c'est le timing très court. Oui. L'espace-temps entre le moment où on la voit, où justement le Butch la voit de son autobus, jusqu'au moment où les policiers sont arrivés, c'est environ 15-20 minutes. Oui, pas plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce très court espace de temps? Pour vous remettre en scène, là, on est sur une route enneigée du New Hampshire. Donc, ça fait penser un peu aux routes, là, au Saguenay, au Québec. Oui. Là. C'est montagneux, c'est des endroits où on va faire de la randonnée généralement. Il y a beaucoup de neige. Il n'y a pas tant de trafic que ça. Oui, c'est ça. On est sur une rue qui est très campagnarde. Là. C'est quand même une route asphaltée, là, où il y a des voitures qui roulent à bonne vitesse, mais c'est un genre de coin. Puis il y a quand même des voisins. Là. Il y a 3 potentiels voisins qui sont témoins là, de cet accident-là. Mais en 15 minutes, Maura Murray s'est volatilisée de cette route-là enneigée ce soir-là de février 2004. Assez incroyable. Avant de se plonger dans l'histoire, on va faire le tour un peu de qui est Maura Murray. Elle est née le 4 mai 1982 à Anson, au Massachusetts. Elle est la 3e enfant de Frédéric Fred et de Laurie Murray, qui sont ses parents. Elle avait 2 sœurs plus âgées, Kathleen et Julie, et un frère un peu plus jeune, Kurt. Tous ces membres de la famille vont avoir une importance dans l'histoire. Oui. Murray, elle a été élevée dans la religion catholique irlandaise et à l'âge de 6 ans, ses parents ont divorcé, après quoi elle a vécu principalement avec sa mère. Elle est diplômée de la Whiteman & Son Regional High School, où elle était une athlète vedette de l'équipe d'athlétisme de l'école. Donc, c'était vraiment une sportive, Maura. Si vous voyez des photos sur le web, là, vous allez vous apercevoir qu'elle a une shape de fille en forme. Maura a été acceptée à l'Académie militaire des États-Unis à West Point, à New York, où elle a étudié l'ingénierie chimique pendant 3 sessions, mais après sa première année, elle a décidé de changer d'université de programme, ça ne lui plaisait pas du tout, pour étudier en soins infirmiers à l'université de Massachusetts, Amherst. Ce qu'on appelle aussi le UMass. Oui, exact. Maura avait quand même une vie sociale bien remplie, elle était adepte de courses sur piste, comme on vous disait. Elle pratiquait plusieurs sports et se maintenait en forme. Sa vie tournait quand même autour de ses études et de la vie étudiante sur le campus de UMass. Maura, elle aimait bien faire la fête sans que ce soit nécessairement problématique. On dit même qu'elle a commencé à prendre goût à l'alcool avec la vie étudiante. Maura fréquentait depuis un certain temps un certain Bill Rauch, qui est un gradué de West Point, lui aussi de l'école militaire. Lui, il vit à Fort Hill, où la base militaire est située. Bill a tendance à avoir des comportements quand même assez impulsifs selon le témoignage de ses amis et sa relation avec Maura est plutôt tumultueuse. On va y revenir à Bill un peu plus tard parce que lui aussi, il va jouer un rôle quand même important dans toute cette enquête-là. En novembre 2003, 3 mois avant sa disparition, Maura a admis avoir utilisé une carte de crédit volée pour s'acheter des repas, en fait pour payer plusieurs repas dans plusieurs restaurants, dont un à Hedley au Massachusetts. Les accusations ont été maintenues jusqu'au mois de décembre 2003, mais elles ont été retirées après 3 mois de bonne conduite. Donc, elle n'a pas eu de trace à son dossier. Petit fait étrange, j'ai lu le rapport de cour de cette arrestation-là et ça m'a vraiment surpris. Dans le haut du formulaire, il y avait une case à cocher sur l'ethnicity, donc son origine ethnique. Et la seule option, c'était une case à cocher et c'était non-hispanique. Donc, tu es soit un hispanique ou un non-hispanique. J'ai trouvé ça quand même particulier. Je n'ai pas compris, en plus, dans la région du Massachusetts, c'est pas comme s'il y avait énormément d'immigration espagnole ou hispanique. Bref, j'ai pas compris et je voulais quand même faire un petit mot là-dessus. Dans la soirée du 5 février, soit 4 jours avant sa disparition, Maura a parlé au téléphone avec sa sœur aînée, Kathleen, pendant que Maura était au travail. Maura était dans l'équipe de sécurité sur le campus universitaire, là, donc elle était garde de sécurité, là, si on peut dire. Elle a discuté des problèmes de couple que Kathleen, sa sœur, avait avec son fiancé.
Vers 22h30, alors qu'elle était encore en poste à son travail le même soir, il a été rapporté que Maura avait fondu en larmes. Quand son patron est arrivé à son bureau, elle était complètement absente du regard, là, un peu comme tu disais, et elle n'avait aucune réaction. Son superviseur l'a escortée jusqu'à son dortoir de l'université vers 1h20 du matin. Quand on lui a demandé ce qui n'allait pas, elle a dit 2 mots, « ma sœur ». Le détail de la conversation de cet appel téléphonique était toujours resté inconnu durant plusieurs années, sauf en 2017, Kathleen a rendu publiquement la conversation. Kathleen, qui est une alcoolique en rémission, avait été libérée ce soir-là de la clinique de réadaptation. On parle de la soirée qu'elle était au téléphone. Et sur le chemin du retour, son fiancé l'a amenée dans un liquor store, là, une SAQ, ce qui lui a causé comme on dit, un emotional breakdown. Là, genre de panique. Oui, de panique, exactement. Mais sincèrement, j'ai pas compris, ça n'a pas rapport avec l'histoire, mais son fiancé, pourquoi tu t'amènes ta blonde qui sort de rémission, qui est alcoolique, puis la première chose que tu fais, tu t'en vas dans un liquor store, je trouve pas que c'est de l'amour. Je sais pas si c'était pour lui faire soit une mauvaise blague ou la tester ou je sais pas. Là. C'est peu importe, je trouve que la raison, elle est vraiment pas bonne. Tu peux pas faire ça à quelqu'un. Tout à fait. Puis c'est là qu'on voit, tu l'as dit, cet indice-là est sorti en 2017. Oui. Donc il y a eu quand même des développements au fil des années. Maura est disparue en 2004. Donc c'est ce qui est un peu intéressant aussi dans ce cas-là, c'est qu'on dirait qu'à chaque année, il sort des nouvelles informations. Oui, puis de sa propre famille, hein, c'est ce qui est étrange pour... j'imagine que Kathleen, à l'époque, elle avait pas dû juger que cette information-là pouvait être pertinente nécessairement à l'enquête. Si on revient à la chronologie là, des événements juste avant sa disparition, le 7 février, donc 2 jours plus tard, le fameux appel avec sa sœur, soit 2 jours avant sa disparition, le père de Maura, Fred, il est arrivé à Amherst où elle étudie. Il a dit aux enquêteurs par la suite là, que lui et Maura, cette journée-là, sont allés magasiner dans l'après-midi et ils sont ensuite allés souper avec un ami de Maura. Elle a déposé ensuite son père à sa chambre d'hôtel et elle a emprunté sa Toyota Corolla pour revenir sur le campus pour aller à une fête là, dans un dortoir parce qu'on le sait, elle aime bien les fêtes au sein des différentes fraternités universitaires. Elle est arrivée à 22h30 à cette fête-là et elle a quitté à 2h30, donc le dimanche 8 février, tôt au petit matin. À 3h30 du matin, alors qu'elle est en route vers le motel où son père dormait, elle a heurté une glissière de sécurité sur la route 9 là, à Hadley, causant près de 10 000 $ de dommages à la voiture de son père. Les policiers sur les lieux ont rédigé un rapport d'accident, mais il n'y a eu aucun test d'alcoolémie qui a été effectué sur Maura à ce moment-là. Donc déjà, peu avant, on sait qu'elle a fait un accident le 9, donc 2 jours plus tard, mais 2 jours avant, elle avait planté la Corolla de son père. Donc, elle semble plutôt malchanceuse avec les voitures, si on veut. Oui, parce que 10 000 $, c'est pas un petit accrochage là pour. Je sais que la facture monte vite, là, mais quand même, là, elle a dû quand même se planter solidement. Oui. Elle a été conduite au motel de son père, puis elle est restée dans sa chambre jusqu'au matin. Bon, on était déjà le matin, mais un peu plus tard, à 4h49, il y avait un appel de téléphone portable placé au petit ami de Murray du téléphone de Fred. Les participants et le contenu de l'appel téléphonique sont inconnus, mais bon, on présume que le petit ami, là, Bill, a été appelé via le téléphone du père de Maura Murray. Plus tard, dimanche matin, Fred Murray a appris que les dommages à son véhicule seraient couverts par son assurance automobile. Ouf. Il loua une voiture, déposa Maura à l'université et il est reparti pour le Connecticut, là où il habite. À 23h30 ce soir-là, on est la veille de sa disparition, Fred Murray téléphona à sa fille pour lui rappeler d'obtenir des formulaires d'accident, justement là, des constats à l'amiable, du registre des véhicules automobiles. Ils ont convenu de se parler à nouveau le lendemain soir, donc le lundi, pour discuter des formulaires et remplir la demande d'assurance par téléphone. Là, tranquillement, on se dirige vers la journée, le jour J, donc ce fameux lundi 9 février 2004, la journée de l'accident. Tout d'abord, au cours de la nuit, là, avant ce lundi-là, Maura a utilisé son ordinateur personnel pour effectuer une recherche sur MapQuest afin de se rendre au Berkshire et à Burlington, au Vermont. On se rappelle, MapQuest, à cette époque-là, c'était vraiment le logiciel pour
pour faire des recherches. Il n'y avait pas Google Maps là, en 2004. Non, ça n'existait pas, puis tout le monde utilisait MapQuest. MapQuest, en fait, pour faire un petit historique rapide intéressant pour nos geeks. MapQuest, c'est une société américaine qui offre des cartes en ligne de navigation. Et depuis l'an 2000, je ne connaissais pas cette information-là, ça appartient à AOL, le fameux pionnier de l'Internet. Et elle a été créée en 1967, donc c'est pas une compagnie, c'était pas une start-up de l'époque là, qui a viré vers le web. En fait, depuis 2010, MapQuest ne développe plus leurs propres cartes, un peu comme Google Maps. Ils font affaire avec des cartes open source, qui est OpenStreetMap. Sûrement pour ceux qui connaissent ça, c'est un peu le Wikipédia des cartes géographiques. En fait, tout le monde peut aller modifier les cartes pour que ça puisse appartenir un peu à tout le monde. À l'époque, on imprimait les itinéraires Oui, MapQuest. ben oui, exactement. On n'avait pas de téléphone intelligent en 2004, donc c'était une petite aparté. Selon l'enquête, le premier contact que Maura a eu avec quelqu'un le 9 février était à 13h lorsqu'elle a envoyé un courriel à son petit ami. On vous en a parlé un peu plus tôt, le fameux courriel où elle lui dit qu'elle n'est pas dans le mood là, pour parler en ce moment. Elle a également téléphoné pour s'informer à propos d'un condo à louer dans la même copropriété où sa famille avait déjà pris des vacances là, à Bartlett au New Hampshire. Donc, il y a peut-être un lien à faire là. Les enregistrements téléphoniques indiquent que l'appel a duré 3 minutes. Le propriétaire n'a pas loué le condo à Maura finalement. À 13h13, toujours cette journée-là, elle a appelé un collègue étudiant infirmier pour des raisons inconnues. Donc, on ne le sait pas, mais elle a appelé un collègue étudiant à 13h13. À 13h24, Maura a envoyé un courriel à une superviseure au travail de la faculté des sciences infirmières pour l'informer qu'elle serait absente de la ville pendant 1 semaine en raison d'un décès dans sa famille. Par contre, il y a personne qui est décédé dans sa famille lors de vérification. Puis, elle a également dit qu'elle les contacterait dès qu'elle reviendrait, donc pour reprendre ses études à ce moment-là. Donc, elle n'avait pas prévu nécessairement une plage de temps fixe. Elle s'était laissé une porte ouverte à ce qu'on peut comprendre sur la date de son retour. Absolument. À 14h05, elle a appelé un numéro qui fournit des informations enregistrées sur la réservation d'hôtel à Stowe, dans le Vermont. L'appel a duré environ 5 minutes. Donc, on sent qu'elle se cherche un logis, là, où elle cherche un endroit où dormir. Oui, soit pour des vacances ou on ne sait pas trop. À 14h18, elle a téléphoné à son petit ami encore une fois. Elle a laissé un message vocal lui promettant qu'il parlerait plus tard. Cet appel s'est terminé après 1 minute, donc un très court message vocal. Vers 15h30, elle a quitté le campus dans sa berline noire Saturn 96. Ses cours à l'université avaient été annulés heureusement ce jour-là en raison d'une tempête de neige. Ce qui peut un peu aussi expliquer son accident de voiture. Là, les conditions n'étaient pas bonnes. On aime ça quand on est étudiant, les congés des tempêtes de neige. Oui. À 15h40, Maura a retiré 280 $ d'un guichet automatique. Et les séquences en captation en circuit fermé, là, si vous voulez les voir, elles sont sur YouTube actuellement, ont montré qu'elle était seule lorsqu'elle s'est présentée au guichet pour faire son retrait. Puis ces images-là ont été sorties tout récemment d'ailleurs, les images de Maura Murray au fameux guichet automatique. Juste encore une fois, comme quoi l'info était pas disponible dès le départ. Là. Ces images-là sont quand même, ils ont été très très choquantes, je dirais, pour les parents là, qui ont vu un peu les derniers moments de leur fille depuis la disparition, mais c'est pas des images qui sont énormément détaillées, je pourrais dire. On la voit vraiment, de un, c'est pas une vraie vidéo, là, c'est des photos prises à chaque 3 secondes, 6 secondes. À l'époque, les systèmes de surveillance n'étaient pas évolués, il n'y avait pas des caméras HD comme aujourd'hui. Là. Exactement. Mais on voit clairement Maura qui fait les opérations qu'elle doit faire sur le guichet automatique, mais on voit pas vraiment d'autres choses. Détail, par contre, il semble que son manteau, on va y revenir plus tard, mais sur les images du guichet automatique, elle porte un manteau blanc, alors que lorsqu'elle s'est faite voir là, sur le bord de la route près de l'accident, elle aurait un manteau foncé. Oui, c'est un peu étrange. Il y a une discordance, en fait, dans les faits. Puis je comprends pas pourquoi non plus ces images-là ont été sorties si tard. Parce que c'est pas comme si... Je peux comprendre que les autorités cachent certaines informations pour protéger des potentiels innocents ou justement pour ne pas nuire à l'enquête. Mais dans ce cas-ci, à part voir Maura faire des choses vraiment normales, je comprends pas vraiment pourquoi on a cherché à
à cacher ces vidéos-là. Ça aurait peut-être plus, au contraire, permis aux gens de la retracer plus tôt si ça avait été diffusé. Effectivement, je comprends pas le protocole. En fait, j'ai jamais compris. C'est jamais très clair. Hein. Quand on diffuse, on peut revenir à Elisa Lam, qui ont sorti la vidéo éditée. Donc, la vidéo de surveillance éditée. Donc, c'est toujours mystérieux. Puis la vidéo d'Elisa Lam portait encore plus à confusion. C'était vraiment troublant, là. Tandis que la vidéo de Maura Murray est tout à fait normale. Là. C'est quelqu'un qui est au guichet puis qui tout simplement, fait une opération. Exact. On revient dans notre histoire. Après avoir été au guichet, elle est allée au Liquor Store, à la SAQ, si on veut, qui était juste à côté. Elle a acheté pour environ 40$ de boissons alcoolisées, dont du Baileys, du Kahlua, de la vodka et une boîte de vin, en fait, du Franziar, qui est un vieux vin qui existe depuis une centaine d'années. La vidéo de sécurité montre encore une fois qu'elle était seule lorsqu'elle a fait son achat au Liquor Store. À un certain moment dans la journée, elle a également ramassé des formulaires de constat à l'amiable au bureau des véhicules. On se rappelle l'accident de son père 2 jours plus tôt, le samedi 7 février. Maura a ensuite quitté Amherst, vraisemblablement vers l'Interstate 91, la route 91 vers le nord. Elle a appelé pour vérifier sa boîte vocale à 16h37 et c'est la dernière fois qu'elle aurait utilisé son téléphone cellulaire selon les registres téléphoniques. C'est assez particulier parce que en allant chercher les registres, là, tu me diras si toi, Seb, t'as buggé là-dessus aussi, mais en allant chercher les registres au bureau du véhicule pour l'accident qu'elle a fait avec la Toyota de son père, c'est que d'une certaine façon, elle pensait revenir là, pour régler ça. Oui, exact, c'est une action court terme. C'est ça qui me mélange aussi dans toutes les théories parce qu'elle a tenu sa parole par rapport à son père. Elle a fait les commissions comme elle devait le faire. Donc, on voit qu'il s'est sûrement passé quelque chose de non prévu dans toute cette saga. Revenons plus en détail vers la chronologie des événements. Quelque temps après 19h ce jour-là, une résidente de Woodsville, au New Hampshire, a entendu un bruit sourd à l'extérieur de sa maison. Par sa fenêtre, elle pouvait voir une voiture contre le banc de neige le long de la route 112. La voiture pointait vers l'ouest, sur le côté est de la route. Elle a téléphoné au département du shérif du comté à 19h27 pour signaler l'accident. Selon les registres du 911, la femme a prétendu avoir vu un homme fumant une cigarette à l'intérieur de la voiture. Ce détail-là, ça s'est aussi retrouvé dans les rapports de police. Cependant, la femme a déclaré plus tard qu'elle n'avait pas vu un homme ni une personne fumer une cigarette, mais qu'elle avait plutôt vu ce qui semblait être une lumière rouge qui brillait de l'intérieur de la voiture, potentiellement à partir d'un téléphone cellulaire. Bon, quand même, pas très clair comme information, mais en même temps, on est un soir d'hiver à 19h, 19h27. C'est sombre, là. C'est très sombre. On est dans une route forestière et puis potentiellement qu'il neige parce qu'on sait que il y avait une tempête au Massachusetts à ce moment-là. Exactement. Donc, les conditions pour rapporter des détails d'un accident sont pas optimales, si on veut. Non, il doit pas avoir de lampadaire non plus qui éclaire énormément la route. La maison est quand même pas, même si elle est proche, elle est quand même un peu loin. T'as raison là-dessus. C'est quand même difficile, pauvre dame. Par contre, Maura, elle a quand même planté son char là, dans un endroit où c'est pas au milieu de nulle part tant que ça. Il y a quand même quelques maisons autour, dont 3. C'est-à-dire qu'elle est un peu est dans une région très éloignée, mais en même temps, il y a quand même quelques maisons autour. Là, c'est pas planté sur 1 kilomètre de noirceur totale. Non, et tout le monde l'a entendu. Oui, c'est ça. Et justement, à peu près au même moment, il y a un autre voisin qui a vu la voiture ainsi que quelqu'un qui se déplaçait dans le véhicule. Elle a vu un 3e voisin s'arrêter le long du véhicule. Ce voisin, un conducteur d'autobus scolaire, le Butch, rentrant chez lui, a remarqué que la jeune femme ne saignait pas ou n'était visiblement pas blessée, mais qu'elle avait froid et elle frissonnait. C'est là que Butch, un peu comme on vous a décrit dans l'introduction, il lui a offert de téléphoner pour obtenir de l'aide. Il lui a offert son téléphone et lui a demandé de ne pas appeler la police. Donc, elle a insisté là-dessus et elle a assuré qu'elle avait déjà appelé le club automobile, l'assistance routière. Sachant qu'il n'y avait pas de réception cellulaire dans la région, le chauffeur d'autobus, Butch, il a continué à son domicile et puis il a appelé la police. Donc, un geste quand même intelligent. Son appel a été reçu par le département du shérif là, à 19h43. Il n'a pas pu voir la voiture de Murray pendant qu'il téléphonait, par contre, mais il a remarqué que plusieurs voitures passaient sur la route avant l'arrivée de la police. C'est une information quand même assez pertinente. Il y a eu une certaine forme là, de trafic routier, malgré le fait qu'on était sur une route quand même assez isolée.
Une autre résidente locale rentrant chez elle après avoir déclaré qu'elle est passée près des lieux là, vers 19h37, elle a vu un véhicule de police stationné face à face avec la voiture de Maura. Elle s'est garée brièvement, mais elle n'a vu personne à l'intérieur ou à l'extérieur des deux voitures et elle a décidé de continuer à la maison. Donc, dans ce très court laps de temps, Maura a complètement disparu des lieux de l'accident. Et c'est ce qui est vraiment fascinant, en fait. Et tranquillement, là, on arrive là, vers le moment où les policiers sont arrivés. À 19h46, plus précisément. Selon la police, un policier de Haverhill est arrivé sur les lieux. Personne n'était à l'intérieur ni autour de la voiture. L'impact avait poussé le radiateur de la voiture dans le ventilateur, le rendant inutilisable. Le pare-brise de la voiture était fissuré du côté du conducteur et les 2 coussins gonflables avaient été déployés. La voiture était fermée à clé. Ça, c'est étrange. Hein? Oui, hein? À l'intérieur et à l'extérieur de la voiture, il a découvert des taches rouges qui semblaient être du vin rouge. On se rappellera qu'elle a acheté une caisse, justement, au liquor store. À l'intérieur de la voiture, l'agent a trouvé une bouteille de bière vide et une boîte endommagée de vin Franzia, comme tu l'as expliqué, sur le siège arrière. En outre, il a trouvé une carte de l'assistance routière là, délivrée à Maura Murray, des formulaires de rapport d'accident, des gants, des disques compacts. La belle époque. Oui, pour les millennials, c'est comme Spotify, mais sur un disque en plastique rond. Du maquillage, des bijoux en diamant, 2 cartes d'itinéraire MapQuest, on vous le disait, là, donc à l'époque, on imprimait des cartes sur des feuilles. Une qui est de la région de Burlington au Vermont et une autre dans la région de Stowe au Vermont aussi. C'est les endroits où ce qu'elle avait appelé pour faire des vérifications pour réserver un hôtel, justement. On y trouve aussi un animal en peluche et un livre sur l'alpinisme dans la région là, des White Mountains. Il manquait la carte de débit, les cartes de crédit et le téléphone portable de Maura, dont aucun n'a été localisé ni utilisé depuis sa disparition. La police a déclaré par la suite que certaines bouteilles d'alcool achetées étaient également manquantes. Elle est partie avec ses provisions, dans le fond, si on peut voir ça comme ça. Elle est quand même partie volontairement avec ces choses-là, là, j'imagine. Oui, il semble que, selon les lieux de l'accident, elle ait choisi des choses, puis elle a choisi de laisser des choses derrière elle. Donc, le fameux vignier, là, la boîte de vin, est encore sur les lieux. Mais par contre, il semble que elle est... si elle était seule, du moins, elle a quand même bu beaucoup sur la route. Là. Elle aurait bu au moins une bière dans sa voiture, puis potentiellement du vin à l'intérieur de sa voiture. Je sais pas si c'est l'accident qui a fait en sorte que peut-être il y a des choses qui ont éclaté, puis il y a eu du vin qui s'est retrouvé un peu partout. Mais bref, ça semble avoir été un accident quand même assez sérieux. Puis, mais elle semble avoir complètement disparu. Là, je sais pas si elle est partie d'elle-même, parce que justement, en amenant tout ça avec elle, on suppose qu'elle n'était pas du tout blessée par les coussins gonflables et, et tout ça. Là. Oui, parce que pour que les coussins sortent, il faut que l'impact soit quand même assez fort, même si c'est pas très très fort au point d'être vraiment blessé. Tu peux te brûler le visage. Ça peut sonner. Là. Oui, exact. C'est quand même particulier sa réaction. Mais justement, moi je pense qu'elle s'est sauvée parce qu'elle a bu. Parce que si tu supplies les gens de ne pas appeler la police, généralement, c'est parce que tu te sens coupable. Surtout pour un accident de voiture, quelque chose, ça peut arriver à tout le monde. Donc, on ne sait pas vraiment quelles étaient ses intentions à ce moment-là, mais chose certaine, elle est introuvable sur les lieux de l'accident. Maintenant, là, entre 20h et 21h30, il y a quelques personnes qui ont présumé l'avoir vue. Un entrepreneur, entre autres, un entrepreneur en construction rentrait de la région de Franconia du New Hampshire. Il a vu une jeune personne se déplacer rapidement à pied vers l'est sur la route 112, à environ 6 à 8 km à l'est de l'endroit où le véhicule de Maura a été découvert. Il a noté que la personne portait un jean, un manteau de couleur foncée et une capuche de couleur claire. Il ne l'a pas signalé immédiatement à la police en raison de sa propre confusion des dates, mais découvrant seulement 3 mois plus tard qu'il avait repéré la personne la même nuit que Maura Murray a disparu. Donc, il a fait un lien de cause à effet seulement 3 mois plus tard. Juste avant 20 heures, les ambulanciers ainsi qu'un camion de pompiers sont arrivés pour nettoyer la scène. À 20h49, la voiture avait été remorquée jusqu'à un garage local. Vers 21h30, l'agent répondant est parti. Un chiffon que l'on croyait avoir fait partie de la trousse routière d'urgence a été découvert, bourré dans le tuyau de silencieux de la fameuse Saturne. Ouais, ça c'est vraiment étrange aussi, ça m'a mélangé.
On dirait quasiment une tentative de sabotage de la voiture pour qu'elle explose ou je ne sais pas quoi, là, mais tu sais, il y a quand même quelque chose d'étrange qui fait qui a motivé son action de faire ça. Là. Il y avait une intention derrière ça. Là. Ça peut pas être naïf, là, je peux pas croire. Oui, parce qu'apparemment que c'est une technique qui peut être utilisée là, justement quand tu veux faire, je sais pas, un mauvais coup. Ça marche plus tellement au niveau des voitures modernes, par contre. Peut-être que dans les vieilles voitures, ça le faisait. Là, genre, tu bouches le silencieux, puis ça étouffe le moteur, il y a une surchauffe okay. Ou ça peut étouffer le moteur. Mais généralement, dans les voitures modernes, c'est intéressant parce que des gens l'ont fait sur ce modèle de Saturn-là. Puis c'est assez rapide là, que lorsque tu démarres l'accélérateur, en fait, le chiffon sort. Là. Il reste pas là, tu sais. Donc ça serait surprenant que ce soit une trace de sabotage. Ça semble même être quelque chose qui aurait pu être mis là par la suite, en fait. Oui, par après, oui. Peut-être que ce serait Maura qui aurait mis ce chiffon-là pour je sais pas trop quelle raison, peut-être pour maquiller la scène ou quelque chose, mais c'est effectivement un détail qui est très louche parce que je pense pas qu'elle ait roulé tout ce temps-là là, avec le chiffon dans le silencieux. Là. Impossible, elle a roulé 225 km avant d'avoir l'accident, c'est impossible. Lorsqu'ils ont remorqué sa voiture, la police a enquêté le contenu de la voiture. Elle avait fait des bagages avec des vêtements, elle avait des articles de toilette, ses manuels scolaires et des pilules contraceptives qui étaient dans la voiture, là, en plus de l'alcool qu'on a mentionné tout à l'heure. Autre fait important, ils sont allés fouiller sa chambre après quelques jours, étant donné que c'était devenu une personne disparue. Et la police a découvert que lorsqu'ils sont rentrés dans l'appartement, la plupart de ses affaires étaient déjà emballées dans des boîtes. Et les tableaux, les peintures, si vous voulez, sur les murs étaient déjà retirés, comme si quelqu'un allait déménager, en fait. Il n'est pas clair, selon la police, si elle avait fait ses boîtes le jour même, soit le lundi 9 février, mais la police est convaincue que ça a été fait soit la veille ou le matin même de l'accident. Autre élément hyper important dans l'histoire, la police a découvert sur les boîtes dans son appartement un courriel imprimé qui était destiné à son chum. Sans vraiment révéler le contenu précis du courriel, on nous mentionnait que ça portait sur plusieurs différends qu'elle avait avec son copain, en fait, donc des problèmes relationnels. Ça relatait des problèmes relationnels. Donc, c'est un autre indice quand même qui fait que, du moins, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui clochait. Oui. Et je veux dire, elle a quand même tout fait ses boîtes, là. Je comprends que on voit qu'elle cherche à déménager, en fait, parce qu'elle a fait des appels pour des hôtels, des condos à louer. Elle a fait ses boîtes, le courriel imprimé. C'est bizarre, hein, cette trace-là. Je trouve que le courriel de la conversation, parce que c'était pas un courriel qu'elle allait envoyer, c'est un courriel qui a déjà été envoyé, en fait. Là. C'est pas un draft, là, un brouillon. C'est tout de même étrange. On sent quand même qu'il y a quelque chose de planifié, là. Je veux dire, juste avec toutes les boîtes qu'il y a dans l'appartement, c'est... Parce que l'idée de prendre la fuite est un peu contradictoire avec l'idée de faire des boîtes, à moins qu'on compte retourner à notre appartement. Mm-hmm. Donc, je sais pas si elle allait faire du repérage ou de quoi pour éventuellement déménager ou si elle voulait revenir à son appartement plus tard dans la semaine parce qu'elle a pris une semaine de congé. Donc, oui, c'est vrai que c'est elle pensait revenir d'une certaine façon. Donc, elle a laissé autant de signes qu'elle voulait quitter que de signes qu'elle voulait revenir. Et on va y revenir tout à l'heure au niveau des théories. Mais effectivement, son appartement, c'est assez étrange la manière dont les choses étaient disposées. Au cours des jours suivants aussi, les parents de Maura sont arrivés sur les lieux de l'accident. Sa sœur, son père aussi, Fred, sont arrivés. Oui. Il y a eu des fouilles, des recherches qui ont été conduites là, autour du site de l'accident, là, des centaines de mètres dans les bois. Son copain aussi est arrivé quelques jours plus tard. Apparemment que lui, la journée de l'accident, il était là, justement de service à Fort Hill, donc il faisait un entraînement avec d'autres militaires là-bas. Et il est arrivé un petit peu plus tard, je crois, le mercredi. Et puis, il y a aussi des chiens qui ont fait des fouilles à ce moment-là. Oui, ils ont utilisé des chiens, les chiens pour sentir les odeurs, pour repérer les humains. Ils sont très, très bons pour ça. Et ils ont fait sentir un gant de Maura au chien. Et le chien s'est rendu jusqu'à 100 mètres à l'est de l'endroit où le véhicule a été découvert. Mais après ça, il a perdu la trace de l'odeur, le chien. Donc, ce qui nous fait dire que Maura a comme disparu aussi après 100 mètres de l'accident.
Ce qui laisse croire, et même la police a émis cette hypothèse-là, que dans le fond, elle est repartie en voiture parce que tu peux pas te volatiliser à moins d'être John Titor et dans ta machine à voyager dans le temps. Oui. Donc, c'est assez particulier là aussi. Là. C'est certain en fait, que la plupart des théoriciens sur le cas sont d'accord avec ça, qu'elle a été... il y a quelqu'un qui l'a ramassée en voiture, là, c'est certain. Elle peut pas s'être volatilisée, juste à cause justement que le chien n'a pas pu repérer l'odeur à plus de 100 mètres. Fred Murray, en fait, son père est resté dans la région là, du New Hampshire pendant plusieurs semaines pour tenter de retrouver sa fille. Il y a eu plusieurs excursions là, qui ont été faites dans les bois parce que c'est une région montagnarde là, très très réputée aussi pour les randonnées puis les chemins dans le bois, là, les trails. Et puis malheureusement, ils ont rien trouvé pendant toutes ces années. Donc la recherche sur Maura s'est un peu interrompue, là, du moins dans cette région du monde là. Non, effectivement, et même parce que sa famille, eux, sont retournés. À un moment donné, tu n'as pas le choix, là, tu dois retourner à ton train-train quotidien. Mais son père, il retournait travailler en semaine, mais il revenait chaque week-end. Il a fait ça pendant, je pense que plus d'1 an. Il revenait chaque week-end faire des recherches. Il voulait pas abandonner sa fille. Puis je peux le comprendre, mais fait à noter, c'est pas lui qui avait la garde, donc sa fille, il semblait proche de sa fille, mais c'est pas lui qui a grandi longtemps avec lui. Donc je trouvais ce rapport-là tout de même intéressant et c'est tout en son honneur en fait d'avoir fait ça comme père. C'est très dur pour les parents. On l'a vu dans le cas de Emma Filipov avec Shelley qui est extrêmement impliquée. Fred Murray aussi était extrêmement impliqué. C'est un homme par contre qui a été beaucoup critiqué, qui a même été à un certain moment donné un peu pas suspect. Peu suspect, oui, parce que c'est quelqu'un qui a une opinion très forte. Oui. Il a énormément critiqué le travail des autorités, des enquêteurs dans le dossier de sa fille, et puis ça lui a valu un peu mauvaise presse. Là. Mais bon, c'est un homme. Vous pouvez le voir en entrevue si vous allez sur YouTube. C'est quand même un personnage, mais au fin fond de l'histoire, je crois que c'est quelqu'un qui a énormément aidé à la recherche de sa fille. Là. Absolument, on peut pas lui en vouloir et des fois on peut pas lui en vouloir d'avoir été émotif et d'être émotif dans toute cette histoire-là. Un autre fait intéressant, Bill, quand il a été interrogé par la police, il était accompagné de ses parents et il a dit, et même sa famille a corroboré ça, qu'il croyait que Maura était venue dans la région pour s'enfuir ou se suicider. Je rappellerai qu'elle était à 225 km là, de son point de départ de son université au moment de l'accident. Donc, mais sa famille croit que c'est improbable et moi aussi, je trouve ça improbable, mais je trouve ça quand même particulier que son chum, d'emblée, à peine quelques jours après la disparition de sa blonde, porte ces intentions-là à Maura. Je trouve ça... Je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses, mais moi, ça me sonne une cloche quand même assez étrange. Oui, quand même. Les comportements de Bill pendant cette époque-là là, sont un peu questionnables. Bill, je pense qu'on va y revenir un petit peu tout à l'heure, mais il y a eu des drôles de comportements tout en étant très utile dans les recherches. Donc, j'hésite à lui donner un blâme maintenant comme ça. Mais oui, c'est vrai qu'à certains endroits, il a passé des commentaires. Même lui a dit à certaines personnes que c'était pas mal fini entre lui et Maura au moment de sa disparition. Donc, on se rappelle que le couple était un peu dans une phase de conflit. Oui. Ça excuse aucun geste. Ça excuse pas le fait que t'aies pas envie de retrouver une personne chère. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques commentaires là, un peu douteux, là, Bill, au cours des semaines et même des mois là, suivant la disparition de Maura. Même qu'à un moment donné, il a dit avoir reçu un message vocal assez court. Il est sûr que c'est Maura qui l'appelait en sanglotant. Ils ont retracé l'appel et ça provenait d'une carte d'appel qui a été émise par la Croix-Rouge américaine. Donc ça aussi, j'ai trouvé ça, ça m'a encore mélangé là, dans cet élément-là sur Maura. Comment qu'elle a fait? D'un, est-ce que c'était elle? Mais c'est quand même particulier. Ils ont quand même repéré l'appel et ça venait de là. C'est tout de même pas banal non plus cet élément de l'histoire, je trouve. Je pense que Seb, on a fait le tour des principaux éléments là, de la chronologie de cet accident et de la disparition de Maura Murray. Et je pense qu'on a déjà commencé à le faire tranquillement, mais c'est le moment là, de sauter dans les théories. Oui.
Et parmi toutes ces discussions qu'il y a eu en ligne depuis ce temps-là, parce que le cas de Maura Murray ne meurt pas sur Internet, là, c'est toujours en cours. Il y a un subreddit qui est dédié à Maura Murray. Vous pouvez aller le voir. Il y a des groupes Facebook. Il y a énormément d'endroits qui en discutent constamment. Et on dirait qu'il y a toujours des développements presque à chaque mois là, depuis 10 ans. Mais un des personnages qui mène cette enquête là, au niveau des internautes, je dirais, c'est un auteur du nom de James Renner, qui est un auteur de type true crime, qui a écrit des livres et qui a mené plusieurs enquêtes un peu en tant que journaliste, si on veut. Et James Renner va maintenir un blog là qui maintient depuis très longtemps sur toute la recherche auprès de Maura Murray, et les internautes qui désirent vraiment là, s'impliquer là-dedans vont converger vers son site. Et puis James va recueillir des tonnes de témoignages au fil des années. C'est assez fascinant. Je vous en parle maintenant parce que en fait, on a eu la chance de lui parler à James Renner aujourd'hui même, donc avant d'enregistrer l'épisode, parce que on va y venir, mais il y a eu plusieurs apparitions du moins là, de Maura Murray. Plusieurs personnes prétendent l'avoir vue, et même au Québec. Donc, j'aimerais qu'on focus un petit peu plus là-dessus, Seb, parce que on l'a dit tout à l'heure, le New Hampshire, c'est très près des frontières québécoises, et une des théories voudrait que Maura se serait enfuie potentiellement au Canada, même au Québec. Étant donné qu'elle a été vue à plusieurs reprises dans cette région-là, notamment, je dirais, en 2013. Puis là, c'est là que Distorsion a mené l'enquête. Une des apparitions de Maura qui est la plus crédible, je dirais, a eu lieu à Québec dans un magasin de disques, plus précisément au Knockout sur la rue Saint-Joseph, un quartier où moi-même j'ai habité. Donc, lorsque j'ai vu cette information-là sur Internet, j'ai contacté tout de suite la gérante du Knockout que je connais là, par personne interposée là, via la scène musicale de Québec, et elle m'a décrit vraiment sa rencontre avec pour elle, en fait, elle a rencontré Maura Murray cette journée-là sans le savoir, parce qu'elle n'était pas du tout au courant des détails de ce cas-là. Et je vais vous relater quelques phrases de notre conversation qu'on a eue sur Facebook. Donc, Roxane m'écrit sur Facebook, et là, je vais vous lire presque intégralement avec son magnifique jargon québécois. Elle nous dit « C'était genre en décembre, en 2013. On close la shop à 6 heures. Il faisait déjà noir et il neigeait. Il y avait déjà de la neige au sol. C'était genre en début de semaine, entre le lundi et le mercredi. Puis là, j'étais avec un ami qui, lui, était bilingue parce que moi, mon anglais est plutôt ordinaire. Il n'y avait pas d'autres clients, moi derrière le comptoir et mon ami assis de l'autre bord. Il est arrivé une femme dehors en vélo l'hiver à Québec, là, donc c'est quand même un peu hardcore. Audacieux. Oui. Et elle portait un One Piece, genre mauve pâle avec une tuque, donc un genre d'habit là, de neige One Piece, là, une seule pièce en un mauve pâle avec une tuque. Donc c'est quand même un habit qui attire l'attention. Elle a mis son vélo genre dans ma fenêtre et elle a observé. Elle avait un genre de mini pack-sac sur elle, donc un mini sac à dos. Et là, Roxane me dit « Chris, je connais le quartier au complet et elle, je l'avais jamais vue. » Elle est rentrée, elle est restée dans l'entrée et elle observait, mais pas les disques. Elle observait là, le tout autour, là, comme si elle était méfiante, là, voire prudente. Et là, Roxane nous dit « J'ai un hostie d'instinct, je filais que c'était weird. » Fait que là, elle est rentrée toute lentement. Et là, apparemment que Maura, justement, elle n'était pas intéressée du tout par les disques. Mais elle a quand même discuté pendant 10-15 minutes avec, justement, Roxane et son amie. Ouais. Apparemment qu'elle voulait voir un show, là, donc un concert musical. Mais elle se sacrait que nous, on vendait des disques, c'est ce que Roxane me dit. Elle a jamais checké ça. Elle voulait voir un genre de petit show, pas une place à 1000 personnes. Un petit bar bien tranquille. Elle était weird et elle parlait toujours au « je ». Elle ne parlait pas au « oui », donc elle ne parlait pas au « nous », en fait. Donc, on suppose qu'elle était seule. Ça m'avait marqué. Il y a toujours 1 million de flyers qui traînent sur le comptoir. Mon ami et moi avons voulu lui donner la programmation des shows, mais elle n'a jamais voulu rien savoir de prendre ça. Et là, Roxane nous dit « En 5 ans, laisse-moi te dire que tous les touristes ou le monde qui veulent voir un show qui sont pas de Québec ramassent tout ça. » Donc, elle a apparemment qu'elle voulait même éviter là, de prendre quelque chose, de toucher des choses.
Elle était pas nécessairement nerveuse, que Roxane me dit, mais elle était plutôt sur la défensive, même à l'affût. Donc, elle surveillait. Par exemple, apparemment qu'elle a peut-être regardé s'il y avait des caméras autour. Elle semblait vouloir vraiment savoir où la sortie était située, tout ça. Elle surveillait beaucoup son vélo qui était l'autre côté de la vitre. Donc ça l'a vraiment marqué. Elle est restée 10-15 minutes là-dedans, apparemment. Et puis, elle est repartie tout lentement, encore une fois en faisant des gestes calculés selon Roxane. Elle a repris son vélo et elle a quitté. Donc quand même assez particulier. Maura lui aurait dit là, justement lors de leur conversation qu'elle trouvait ça bizarre que les gens de Québec ne connaissent pas la géographie de leur ville. Donc elle semblait dire les gens ici savent pas trop vers où se diriger quand ils se dirigent. Je sais pas qu'est-ce qu'elle voulait faire référence. Ouais. Peut-être au fait que c'est une ville un peu plus compliquée au niveau des rues, puis il y a une côte à Québec. Oui, exact, dans ce coin-là. Il y a beaucoup de zigzags. Et puis, elle semblait dire, lorsque Roxane lui a dit, en ce moment, on est mardi, donc il y a pas vraiment de concert en ville, c'est plutôt tranquille ce soir, mais t'aurais plus de chance un jeudi ou un vendredi. Et à ce moment-là, Maura lui aurait répondu qu'elle ne serait plus en ville à ce moment-là. Okay. Elle aurait déjà quitté. Par contre, ce que Roxane m'a dit aussi, c'est qu'elle aurait revu Maura, donc sur la rue Saint-Jean, encore une fois, 2 jours plus tard, là, peut-être 3 jours, le vendredi, sur la rue Saint-Jean, en vélo, encore une fois, dans la neige, avec le même habit, une pièce mauve, en roulant sur son vélo. Quand même assez particulier. Elle aurait revu quelques jours plus tard, 2-3 jours plus tard, alors que Maura lui avait dit qu'elle aurait quitté la ville à ce moment-là. Est-ce qu'elle t'a précisé à quelle année, à quel moment qu'elle a eu cette discussion-là avec Maura? Est-ce que c'était en 2004, en 2005? C'est 2013. Ce serait janvier 2013. Oh, c'est 9 ans plus tard. Oui, c'est quand même assez récent. Wow. Et puis, ça ne s'arrête pas là, mesdames et messieurs. En fait, Roxane, elle, à ce moment-là, elle ignore qui est Maura Murray. Elle a juste vu quelqu'un d'un peu étrange entrer dans sa boutique en habit mauve et requitter par la suite. Et c'est tout. 2 jours plus tard, donc quelques jours plus tard, après qu'elle ait revu Maura, donc je crois que c'est le dimanche maintenant, suivant si vous me suivez, là, cet événement-là, il y a 2 hommes qui rentrent dans sa boutique, au Knockout, la boutique de disques à Québec, et qui est James Renner, l'auteur. James Renner qui débarque, et je crois que c'était avec Tim et Lance qui justement coproduisent le podcast Missing Maura Murray. Donc James Renner entre au Knockout, ça doit être beau à voir, pour questionner Roxane. Donc il était à l'affût, et Roxane me disait qu'elle le voyait faire tous les commerces de la rue Saint-Joseph à Québec. Donc Renner s'est vraiment déplacé. Je sais pas s'il a conduit ou s'il a pris un vol, mais il s'est déplacé au Québec pour faire vraiment une vraie enquête sur le terrain. Là. Donc, mais il y avait des pistes, là, je veux dire. Il y avait déjà pistes. Des gens qui ont dû l'apercevoir et lui mentionner ça pour qu'ils prennent la peine de se déplacer et d'aller enquêter. C'est fascinant. Vraiment. Et là, Renner se pointe au Knockout et il parle à Roxane et à son collègue qui est là, qui parle anglais un petit peu mieux qu'elle. Et puis, il lui montre tout de suite là, l'affiche là, missing, là, l'affiche de rechercher avec les photos de Maura Murray. Et là, Roxane me dit qu'elle a figé pendant 2 minutes. Elle a complètement oublié qu'est-ce qui se passait autour d'elle elle s'est rendue compte qu'elle était 100% sûre qu'elle avait vu cette fille-là 2 jours avant. Et elle a dit à James que justement, il avait manqué Maura d'à peine 2 jours. Et ça, c'est assez fascinant. J'ai parlé aujourd'hui à James Renner de cette rencontre qu'il a eue avec Roxane et il me dit qu'il lui pense encore à tous les jours parce que c'est quand même un événement assez marquant. Ouais, j'en ai la chair de poule, sincèrement. Je trouve ça incroyable. Roxane, par la suite, a dit qu'elle a gardé cette affiche-là pendant des années après la visite de Renner, au cas où, justement, d'autres gens pourraient passer ou pour que le staff là, du magasin de disques soit au courant qu'il y ait quelqu'un de recherché qui est passé dans le coin potentiellement. Là. C'est incroyable les impacts collatéraux que des gens vivent à cause de la disparition de quelqu'un. Je veux dire, Roxane, elle ça l'habite à chaque jour depuis 2013. Si elle avait jamais eu la fiche missing, oui, ça aurait été quelqu'un qui l'aurait peut-être un peu perturbé, mais là, ça l'a traumatisé. Là, je pense que le mot peut être utilisé là, dans ce cas-ci. Parce qu'elle n'était pas au courant de ça, et là, soudainement, elle se retrouve au centre de l'histoire de disparition la plus médiatisée sur Internet. Donc, c'est assez fascinant, et elle avait pas vraiment d'intérêt à bullshitter, parce que elle ne la connaissait pas, elle connaissait pas James Renner, elle avait aucun intérêt
à mentir ou à inventer quelque chose. Par la suite, elle a parlé à des policiers, elle a signalé, elle a pas juste parlé à James Renner. Elle me disait par contre qu'une des critiques qu'elle faisait, c'est que James est assez intense dans ses publications. Okay. Il publie souvent sur son blog et il a publié cet entretien-là qu'il a eu avec Roxane là, quand même assez tôt, du fait que si, par exemple, Maura Murray est encore en vie et elle s'enfuit, puis qu'elle surveille ce qui se dit sur Internet, ben peut-être qu'elle a vu ce témoignage-là puis qu'elle s'est dit, ben je retournerai pas à ce magasin-là. Trop dangereux. Donc, c'est ça, ça a un peu brûlé le spot, si on veut. Donc, quand même assez intéressant cette visite de Maura Murray à Québec, selon les dires de Roxane. C'est particulier. Ça supporte la thèse qu'elle se serait enfuie volontairement pour se cacher, mais c'est quand même une bonne coïncidence. Si elle m'avait dit « Ah, j'ai vu quelqu'un qui lui ressemblait », point. Oui. Ben, tu sais, y a pas de quoi faire une histoire, mais là, c'est quelqu'un non seulement qui lui ressemblait, mais qui parlait en anglais, qui était athlétique comme elle, qui en plus était méfiante, donc elle surveillait un peu comme s'il y avait des caméras ou quelque chose, donc elle cherchait potentiellement à se cacher, peut-être un peu paranoïaque aussi, elle voulait pas prendre des choses et tout ça. Donc, il y a quelque chose là, en fait, comment dire, c'est difficile d'avoir une thèse à 100% sûre, mais ce témoignage-là, du moins, me semble crédible. Oui, et candide en même temps. Oui. Dans les autres théories, ben si on suit là-dessus, en fait, elle aurait été vue même dans la région de Sherbrooke, Maura Murray, dans un gym. Encore une fois, James Renner se serait rendu à Sherbrooke, aurait parlé à des gens et quelqu'un lui aurait dit en fait, cet employé du gym à Sherbrooke lui aurait dit qu'elle est 100% sûre d'avoir vu Maura Murray. Okay. Elle aurait été vue aussi dans la région de Black Lake. Elle aurait été aperçue même travaillant dans un restaurant. Quelqu'un serait entré et l'aurait reconnue en lui disant même « Hey Maura », et apparemment que la jeune fille aurait figé sur le coup. Donc, quand même assez fascinant, ces apparitions de Maura Murray. C'est difficile d'appuyer ça à 100%, un peu comme les apparitions d'OVNI et ces choses-là. Oui, exact. Puis pour conclure, en fait, sur Roxane, plusieurs années plus tard, en fait, cette année, en 2017, elle a encore été contactée, cette fois-ci là, par Maggie et Art, qui ont fait le documentaire, parce que, bon, il y a une série documentaire qui est sortie sur le channel Oxygen. Et puis, c'est The Disappearance of Maura Murray. Et puis, c'est une série de 6 épisodes d'une heure, donc un gros bloc là, quand même là, d'informations sur Maura Murray. Et puis, ils ont justement interviewé Roxane dans cet épisode-là. Par contre, ce que j'aime moins, c'est qu'ils ont fabriqué des genres de recompositions. Ils ont comme un peu vieilli Maura. Oui. Ils ont fait des recompositions de ce qu'elle aurait l'air maintenant. Et puis, c'est là que dans le film, Roxane leur dit « Je suis désolé, mais non, ça y ressemblerait pas. » Donc, à ce moment-là, dans le documentaire, il conclut un peu que la piste de Roxane est peu concluante, mais moi-même, quand j'ai vu les illustrations, sérieusement, je trouve que c'est pas du tout ressemblant. Là. La femme aurait pris trop de poids. Elle est peut-être demeurée quand même athlétique. Tu sais, même la coupe de cheveux avait changé. Elle a peut-être pas changé. Oui. Elle est mi-trentaine. Là, elle est pas devenue une grand-mère non plus. Non, c'est ça. Puis c'est dur. C'est des logiciels qui font ça souvent, qui prévoient le vieillissement, qui suit un algorithme. Et chaque être humain vieillit différemment. Je trouve ça un peu comme tu dis, c'était un petit peu précipité d'avoir écarté complètement cette théorie-là. Puis sur ces photos-là, en fait, j'en parlais à James Renner, qui est énormément présent dans le documentaire aussi là, de Maggie et Art. Et puis James disait que lui non plus trouvait que les illustrations là, de Maura vieillie n'étaient plus ou moins, justes là, selon lui. Là. Assez fascinant. Une des théories qui supporte justement le fait qu'elle se serait enfuie volontairement, c'est le fait qu'elle se serait sauvée pour, en fait, échapper aux hommes de sa vie. Et c'est une théorie qui est soutenue par James Renner, entre autres, aussi. Là. Oui, effectivement. Même, il amenait le point qu'elle était peut-être enceinte, justement, de son chum, et étant donné que la situation était assez houleuse, elle aurait voulu quitter sa vie. Mais ça, par rapport, je sais pas si c'est vrai, mais ça se peut, mais à cause des pilules contraceptives, en fait, qui me met un doute là-dessus, mais c'est pas parce que tu prends la pilule que tu ne peux pas tomber enceinte. Mm-hmm. T'es pas nécessairement à l'abri. Dans les autres théories de disparition volontaire, c'est le fait qu'elle n'aimait plus sa vie actuelle. Je pense qu'on peut quand même le ressentir, pas simplement, par
on pourrait dire quand même problème d'alcool. Je pense que ces 2 derniers accidents, je doute. En fait, je suis convaincu qu'elle n'était pas en état de conduire à ce moment-là. Et même selon les témoignages, elle commençait de plus en plus à aimer l'alcool. Ça allait mal avec sa sœur. Pas sa relation avec sa sœur, mais sa sœur avait des problèmes dans son couple. Elle aussi, elle avait des problèmes dans son couple. On parle pas vraiment de la relation avec son père, du moins j'ai rien vu ou lu qui disait que c'était tumultueux. Je sais pas si toi t'as eu des observations par rapport à ça. Je sais pas si ça voulait nécessairement s'enfuir de son père, mais du moins il y a quelque chose qui est assez étrange. Ça, c'est pour les disparitions volontaires en fait qu'elle aurait choisi, mais on en parle souvent dans nos cas de disparition. C'est pas simple de disparaître de un et de se refaire une vie. Faut se créer des nouveaux papiers, surtout ça change de pays. Ça se fait, mais il y a toute cette étape-là, moi, qui me reste toujours assez nébuleuse. Elle a jamais réutilisé l'argent qu'elle possédait, de ce qu'on comprend. Elle avait retiré 280 $. Je suis sûr que se créer un faux passeport doit coûter plus que 280 $. Il y a tout cet aspect-là qui est tout de même assez nébuleux sur son départ de nouvelle vie, mais j'en doute pas qu'elle voulait partir sur une nouvelle vie, mais peut-être pas de disparaître, parce qu'elle cherchait d'autres condos, elle a pacté ses boîtes, comme on dit. Donc, c'est tout de même assez étrange. Il y a toujours au chapitre des disparitions, l'enlèvement possible. Oui, ça, oui. Et puis ça tourne beaucoup, malheureusement, en fait, autour de Butch. Oui, Butch, qui était le chauffeur d'autobus, qui était un peu un des premiers à vouloir l'aider, lui avoir parlé. Une des raisons pour laquelle, disons, l'enquête a mené à lui à un certain moment, c'est qu'il y a eu des traces de pas de supposément Maura qui se serait rendu jusqu'à son terrain. Et c'est un peu étrange parce que lui, il l'a pas ramassé non plus, il l'a pas amené avec lui, elle a refusé. Donc, mais il a passé des détecteurs de mensonges et le premier, il l'a échoué, mais il souffrait de problèmes cardiaques parce qu'il est mort, le chauffeur d'autobus. Et le deuxième test de mensonge, il a été écarté. Donc, on sait que des tests des détecteurs de mensonges, ça peut pas être utilisé en cours, mais du moins, ça permet aux enquêteurs d'éliminer certaines hypothèses. Exactement. Donc, pour lui, Butch, il était dans les suspects, mais je crois pas, sincèrement. Puis selon même les témoignages, c'est un gros monsieur de 300 livres. Parce qu'il y a eu des témoins qui disaient qu'il l'aurait vu transporter Maura sur son dos. Ça, j'ai trouvé ça toujours un peu... c'était des témoignages. Ça n'a jamais été confirmé en tant que tel. C'est un peu bizarre, tout le karma, je trouve, autour de Butch, lui, qui a simplement voulu l'aider, j'ai l'impression, là... Ben, c'est un peu un suspect idéal, parce que quand tu dis justement il faisait 300 livres et tout ça, ben en même temps ça peut être un bon suspect. Il aurait pu techniquement amener Maura dans son autobus et tout ça, puis une grande partie du témoignage des témoins de ce coin-là, il y a environ juste 3 témoins, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Ça repose beaucoup sur le témoignage de Butch. En plus, c'est lui qui a appelé les policiers par la suite. Mais en même temps, pas évident de contacter toi-même les policiers pour peut-être un crime que tu as commis toi-même. Donc, dans un court délai aussi. Oui. Tout ça, il y avait je disais, là, les gens pensaient qu'il avait enterré Maura dans sa cour. Il y a eu toutes sortes de théories sur le cas, mais bon, il a été éliminé. Il y a la théorie de Bill Rauch, qui est son copain, en fait. Lui, j'ai pas l'impression qu'il y a de quoi à voir dans l'histoire, finalement, parce qu'il était pas dans la ville. Je crois pas qu'il est allé la rejoindre au lieu de l'accident ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à voir là-dedans. Ben, pas sur sa fuite, ou le malheur de Maura, mais sur sa disparition. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Ben moi, je suis un peu ambigu au niveau de Bill Rauch, justement, parce que en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est que Bill Rauch semblait avoir vraiment des problèmes d'impulsion. On en a parlé un peu tout à l'heure. Il pouvait même être violent. Puis ça l'a amené plus tard. Bon, il était militaire, mais par la suite, il a été retraité de l'armée, puis il a fait des boulots plus en administration dans les entreprises, par exemple.
exemple. Il y a eu des postes de vice-président, par exemple. Et en fait, il y a plusieurs femmes qui, même maintenant, là, dans la foulée du mois aussi, ont témoigné contre Bill comme quoi il les avait agressés sexuellement dans le passé. Et c'est le cas de au moins 4 de ces femmes-là là, qui ont contacté James Renner pour en fait s'expliquer pour faire leur coming out et parler sur Bill. Bon, est-ce que c'est du lynchage public? Peut-être, mais en même temps, je vois pas non plus l'intérêt de toutes ces femmes-là individuellement de faire cette démarche-là simplement pour comment dire l'humilier sur la place publique. Et il semblerait que à une d'elles, en fait, à une des copines qu'il y a eu plus tard après Maura, dans un élan de frustration, il lui aurait dit « Je vais te tuer comme j'ai tué Maura ». Donc quand même pas évident. C'est bizarre comme déclaration. Et même plus tard, il aurait expliqué que, en fait, il aurait toujours parlé de Maura comme étant sa copine décédée, alors que je veux dire, il y a pas de corps, il y a pas de scène de crime, rien. Donc, est-ce qu'il disait ça justement pour faire lui-même un deuil? Oui, ben c'est un peu ma théorie. Là, oui. Pour ça, ouais. Donc, c'est difficile de lier Bill vraiment à la disparition de Maura. Comme tu dis, il y avait un alibi solide. Il était à Fort Hill à ce moment-là. Et par contre, il y a un des appels téléphoniques qu'il a fait là, qui est un peu weird dans la semaine. Donc, il y a certains jours où on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec Bill, mais le dimanche suivant la disparition de Maura, parce que lui, à chaque jour, en fait, ses relevés téléphoniques sont disponibles. Vous pouvez les trouver sur le net. À chaque jour, il a fait plusieurs appels. Il a fait des appels à des amis de Maura, entre autres, à la famille. Et à chaque jour, il a appelé Maura. Mais les appels n'ont jamais duré plus de 1 minute parce qu'il tombait toujours sur la boîte vocale. Mais le dimanche suivant sa disparition, donc presque une semaine plus tard, il y a un appel de Bill qui a été envoyé sur le téléphone de Maura et qui aurait duré entre 4 et 5 minutes. Donc quand même assez long. Donc est-ce qu'à ce moment-là, il aurait parlé à Maura? Est-ce qu'elle était encore en vie à ce moment-là? C'est quand même assez louche ce détail-là. Non, effectivement, c'est soit qu'il a laissé un très très long message sur une boîte vocale, parce que je pense qu'on peut laisser des longs messages. 4-5 minutes. Mais 4-5 minutes, je sais pas, surtout pas en 2004 là, maintenant. Je pense qu'on a plus de mais c'est vrai que c'est étrange. Puis moi aussi, j'avais cette théorie-là qu'ils ont gardé contact comme pendant une semaine. J'avais cette impression-là. Puis qu'après, ils ont dû chicaner. Puis qu'elle a dû comme fermer la porte ou quoi que ce soit. Puis peut-être que Bill ment ou du moins ne révèle pas toute l'information. Ça, j'en douterais pas, là. Il a été très réticent, lui, à commenter là, autant dans des podcasts, par exemple, ou dans le documentaire de Maggie et Art. Là, il a pas donné d'entrevue, donc lui, il essaie vraiment de... En fait, il est père de famille maintenant, il veut vraiment passer à autre chose. Je peux comprendre aussi. Là. Oui, c'est ça. Je sais qu'il avait discuté avec James Renner un certain bout de temps, mais plus maintenant. Donc, je pense qu'il est vraiment passé à autre chose. On fait le tour un peu des grandes théories. Seb, toi, est-ce que tu as une idée personnellement de ce qui est arrivé à Maura? Parce qu'il y a eu d'autres choses, là, tu sais, on vous passe on vous passe certains détails, mais il y a par exemple des coordonnées là, qui ont été envoyées des coordonnées GPS qui ont été envoyées à James Renner, qui ont été envoyées à Tim et Lance là, du podcast. Ils ont fait la randonnée de 13 heures. Ils se sont fait chier là, profondément dans la forêt du New Hampshire et ils ont rien trouvé. Donc, ils ont vraiment été un peu malmenés par des trolls parce que c'est une histoire qui est énormément discutée sur Internet. Puis il y a plein de gens qui envoient des fausses pistes, en fait. Là, il y a ce fameux YouTuber là, qui avait envoyé des messages cryptés là, pour un peu prétendre qu'il savait où Maura Murray était située et tout ça. Puis finalement, il a été écarté. Donc, il avait posté des bizarres de vidéos sur YouTube, toujours avec des indices un peu cryptés. Mais les gens se sont rendus compte rapidement qu'il était pas assez habile pour lui-même bloquer son adresse IP. Donc, ils ont trouvé tout de suite où il habitait. Puis apparemment, qu'il n'a rien à voir. Mais toi, justement, Seb, qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Qu'est-ce qui est arrivé à Maura, selon toi? Je suis mélangé, puis c'est drôle parce que plus on avance l'émission, plus j'ai l'impression qu'elle est encore vivante. Les témoignages de Roxane, même si je le savais, tu me l'avais dit, on dirait que, pas que j'y croyais pas, mais là, on dirait que j'y crois un peu plus par rapport à ça. Fait que
Je sais pas si elle est morte. En fait, j'ai vraiment de la difficulté à établir. Je pense que c'est un des cas de disparition que j'ai le plus de difficulté à établir une théorie plus fixe. En fait, ou du moins que je suis un petit peu plus sûr que ça ait lieu, parce que là, on peut vraiment aller des deux côtés. Soit qu'elle est morte et enterrée dans le bois. C'est dur de retrouver quelqu'un dans le bois, là. Oui. Et ou enlevée, puis qu'elle peut être dans un état autre aux États-Unis ou même au Canada ou quoi que ce soit, là. Mais il y a vraiment l'autre option qu'elle s'est refait une vie. Je suis pas capable de l'écarter à cause des nombreux témoignages qui sont quand même crédibles. Donc tout ça me laisse quand même pantois. Et puis je me demande elle-même si elle est vivante actuellement. Comment qu'elle perçoit ça, là, on le voit un peu, 2013, c'est quand même plusieurs années après sa disparition. Oui. Elle doit pas être heureuse et bien, là, ça doit pas être une vie normale. Tu sais, elle est pas dans une banlieue à Beauport, dans la région de Québec, et elle sort avec un Samuel Tremblay qui va, tu sais, elle a pas une vie rangée là, de ce qu'on peut comprendre, ou du moins, c'est une hypothèse. On le sait pas, peut-être que c'est ça aussi, là. Fait que il y a un peu tout ça qui me chamboule. Toi, je sais pas si t'es fixé ou non, ou pas du tout sur tes théories. Ben, j'ai longtemps cru à la thèse du meurtre, si on veut, comme quoi elle est en fait, c'est peut-être pas arrivé le jour même de sa disparition, mais j'ai longtemps cru qu'elle s'était fait justement ramasser par quelqu'un sur la route et puis que ça avait mal fini. Ouais, exact. Parce que vraiment, dans cette région-là, on est au meilleur endroit possible pour kidnapper quelqu'un. Cacher un cadavre, si on veut. Mais de plus en plus, on dirait que, puis en parlant aussi, on avait discuté un peu avec Aaron de Generation Y, et puis j'ai l'impression que Maura Murray, c'est un des cas de quelqu'un qui a voulu disparaître et qui a réussi. Oui, en fait. Qui a réussi, exact. Je pense pas que c'est quelqu'un qui mène une nouvelle vie avec un nouveau passeport et des papiers officiels et un emploi au gouvernement avec une famille, avec Samuel Tremblay, là, comme tu l'expliques. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être réussi à passer dans les mailles du système d'une certaine façon. Qui ça se peut qu'elle habite au Québec parce que en fait les apparitions d'elle apparemment ont été vues quand même dans le même laps de temps là, donc tous à l'hiver 2013, et les gens au Québec sont un peu vierges de cette histoire-là. Hein. C'est un endroit parfait pour se cacher quand tu as l'attention médiatique de Maura Murray. Un des endroits où j'irai en Amérique du Nord, c'est au Québec, parce que l'histoire n'a pas du tout été couverte en français. Exact. Donc on dirait que j'y crois à cette portion-là, mais j'ai l'impression que ça s'est pas déroulé comme elle le souhaitait. Est-ce que quelqu'un est venu la prendre sur les lieux de l'accident puis que tout cet accident-là est une mise en scène? Oui, ça j'y ai pensé aussi. Ça se peut aussi, parce que le fait qu'elle ait justement empaqueté là, ses boîtes et tout ça, peut-être qu'elle voulait maquiller la scène en disant oui, c'est ça, en disant je quitte pour un certain temps, je reviens une semaine et finalement il m'est arrivé quelque chose, mais tout est prévu. On dirait que je penche de plus en plus vers cette hypothèse-là. J'abonde dans ton sens. Mais c'est toute une histoire, en tout cas, Seb. Je suis content qu'on l'ait couvert. Puis, écoute, qui sait, peut-être qu'on va en parler encore une fois. Je sais que James Renner était très ouvert à faire une entrevue avec nous, donc peut-être un épisode bonus début 2018. Ça pourrait être bien, mais on n'a certainement pas fini de discuter de Maura Murray. En fait, on était hésitant au début à faire le cas parce qu'on en a parlé, sans doute, je pense, la première fois qu'on a brainstormé la distorsion, on a discuté de cette histoire-là. Mais on se disait tout le temps, ça a tellement été couvert qu'il y a rien qu'on peut ajouter à la conversation. Et finalement, en creusant un peu, on s'est rendu compte que deux dudes du Québec qui couvrent une histoire américaine peuvent quand même trouver des pistes. Donc c'est ça. Ça fait du bien d'avoir couvert l'histoire d'un angle un peu différent. Si vous voulez en savoir plus, en fait, sur Maura Murray, comme on vous l'a dit, l'excellent podcast Missing Maura Murray, des heures et des heures d'écoute. Il y a le livre de James Renner qui s'intitule True Crime Addict, que vous pouvez trouver en livre audio, mais aussi en livre physique, sur son blog qui est mauramurray.blogspot.com. Et puis voilà, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez sur notre groupe de discussion. Au facebook.com/distorsionpodcast, vous pouvez nous trouver là, puis on est bien curieux de savoir ce que vous en pensez sur le groupe. Généralement, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec nous, donc c'est intéressant d'avoir l'opinion de tous. Si vous voulez nous trouver ailleurs aussi sur le web, sur Instagram au Distorsion Podcast, sur Twitter Distorsion Pod,
et sur toutes les plateformes de l'univers. On est aussi sur YouTube aussi, si parfois vous voulez faire écouter des podcasts avec des gens, des fois ça se partage bien aussi sur les réseaux sociaux ou à des amis ou à la famille, donc n'hésitez pas. Aussi pour nos auditeurs sur PC, sur desktop, en fait, vous pouvez assurez-vous de vous abonner à nos notifications via le browser. Comme ça, quand il y a un nouvel épisode de Distorsion, vous le savez là à l'instant même. Exactement. Et on n'est pas tannant, là, on vous gossera pas avec des notifications par rapport. On publie là, à chaque fois qu'on a un épisode, donc comme ça vous êtes sûr de pas manquer la première minute. C'est le dernier épisode régulier de notre saison 2, donc ce fut vraiment un plaisir, encore une fois, Seb, de discuter de tous ces sujets-là avec toi. Et puis, à nos partagé. Merci. Et puis, à nos auditeurs, posez-nous vos questions. On va en parler là, sur les réseaux sociaux bientôt. On veut préparer un épisode bilan pour début 2018 pour revenir sur nos épisodes passés, faire des mises à jour, prendre de vos questions et tout ça. Donc, ça va être bien cool. Et aussi, ne manquez pas notre spécial Noël avec Ars Moriendi là, autour du 22-23 décembre, là, sans aucun doute. Oui, l'idéal pour le partager aussi à votre famille, en parler à votre famille dans le temps des fêtes. Exactement. Seb, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous ce soir? Ne disparaissez pas. Distorsion sera de retour en 2018. Oh yes!